Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Maouja FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Bienvenue dans Radio Maouja FM. Nous ouvrons nos portes et nous émettons notre signal à partir de la capitale canadienne, Ottawa, province de l'Ontario. Nous avons des concepts inédits, interviews, reportages, documentaires et tant d'autres. Nous vous présentons notre nouvelle émission Construisons notre avenir avec Amour, Zola, Upendo, Love, Dinanga. Nous sommes contents, écoutez-nous, nous sommes avec vous. Construisons notre avenir avec amour. Ciao. Bonjour et bienvenue sur la radio Maouja FM. Bienvenue sur l'émission Construisons notre avenir qui est l'emblème, qui est le slogan de notre radio et qui s'accompagne avec Zola, Bolingo Love, Dinanga. Donc, merci en tout cas d'être parmi nous. Nous allons directement interviewer aujourd'hui Monsieur Dova Batotele, professeur didactique en sciences et mathématiques à l'Université d'Ottawa. Et nous allons parler aujourd'hui d'un thème, la transformation de l'apprentissage à l'heure de l'intelligence artificielle. Monsieur Dova Batotele, bonjour, faites une vraie présentation de vous. Comme ça, les gens pourront puiser dans votre savoir. Merci. À vous. Oui, bonjour, monsieur le journaliste Kalonji. Je suis très heureux de répondre à votre invitation. Pour moi, c'est un honneur de me présenter ici à votre émission. Je me sens très honoré, je dois être sincère avec vous. Mon nom, comme vous l'avez dit, je suis Dovat Batotele Mutimbutimbu, et la plupart des gens m'appellent Dovat, c'est plus simple. Bon, qu'est-ce que je peux dire en termes de présentation? Je peux tout simplement dire que je suis originaire de la République démocratique du Congo et me voici ici au Canada comme professeur d'université. J'enseigne donc à l'Université d'Ottawa. En tout cas, c'est magistral. Parlez-nous un peu de vous, s'il vous plaît. Vous avez été décoré, médaillé en 2018 par la chancellerie canadienne. Alors, dites-nous un peu, expliquez-nous quelles a été les circonstances de cette médaille que vous avez reçue. Oui, merci beaucoup. Ce n'était vraiment pas en 2018. Effectivement, j'ai eu une médaille du gouverneur général. Et les circonstances, au fait, je ne sais pas comment le dire. Moi-même, j'étais surpris. Je ne savais pas qu'il y aurait une médaille du gouverneur général un jour dans ma vie. Et je ne savais même pas qu'elle existait. Alors, une chose est vraie que dès mon arrivée ici au Canada, je me suis impliqué dans beaucoup d'activités, surtout de bénévolat, où j'investissais suffisamment d'énergie, beaucoup de sacrifices, beaucoup de privations. Et je ne savais pas que toutes ces activités-là qui se déroulaient vraiment derrière le rideau, dans l'ombre, étaient reconnues. Puis un jour, j'ai eu une invitation de la part du gouverneur général et du maire de la ville, et m'informant que j'étais nominé par des personnes que je ne connais pas. C'est ainsi que devant une multitude de personnes, je crois qu'il y avait plus de 2000 personnes, hein, à moins que ma mémoire me fasse un tour, me joue un tour. Oui, il y avait plein de monde, des grandes personnalités de ce pays qui étaient là. Puis voilà, on m'a décoré cette médaille. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Vous le dites tellement humblement, ça a été vraiment, puisque c'est quand même quelque chose d'honorifique pour vous, vos actions que vous avez menées pendant tout ce temps-là, et puis quand vous avez été reconnu, c'est quelque part, c'est une grande reconnaissance. Cette reconnaissance-là, est-ce que ça vous a pas ému vraiment davantage? Est-ce que ça vous a pas aussi donné du crédit auprès des
des instances ou bien des, des institutions? Voilà. Dites-nous un peu. Oui. Bon, oui, j'ai eu quand même une certaine fierté intérieure et surtout une fierté familiale. Parce Mhm. que il est vrai que j'ai toujours été entouré par ma famille la plus proche, donc mon épouse Marie-Thérèse et mes enfants qui m'ont toujours entouré, qui m'ont toujours encouragé à aller de l'avant. Et pour moi, c'était donc une fierté interne, d'abord personnelle, puis familiale. Et un autre aspect de la fierté, c'était à la dimension nationale, donc au niveau du pays, euh, de la RDC d'où je viens. Donc c'était une fierté de la RDC. C'était aussi à la fois une fierté de notre nation qui nous a accueillis ici au Canada. Donc c'était une fierté des Canadiens et des Canadiennes et surtout de notre communauté congolaise ici présente au Canada et partout au monde. Ah oui, d'accord, d'accord. En parlant de communauté, c'est quelque chose de vraiment très louable. On voit que souvent vous avez des actions que vous menez auprès de la communauté. Et je pense que ça aussi, ça donne une référence aussi par rapport aux jeunes qui se disent que peut-être le bénévolat, parfois, c'est pas quelque chose qui contribue à quelque chose ou l'entraide, en fait, même l'entraide. Et quand tu vous vois avec cet honneur-là, quand même, ça, ça les motive. Est-ce que vous avez déjà pressenti ça aussi au ce niveau-là, au niveau de la jeunesse? Oui, je l'ai pressenti. C'est quelque chose de nouveau chez nos jeunes, surtout ceux qui viennent de la RDC. Comme vous le savez, notre pays, le Congo, cette culture de bénévolat n'est pas très valorisée, ou du moins n'est Oui, pas omniprésente, quoi. oui, N'est pas promu, omniprésente. promu, promu, c'est-à-dire ce n'est pas Oui, c'est promu, ce ça. n'est pas, il n'y a pas la promotion Oui, il n'y a pas de de ça. promotion pour ça, oui. Oui, Elle oui, n'est pas c'est, promue, oui, effectivement, oui, c'est le mot. exactement, Et, exactement. mais Mhm, ici, au Canada, vous savez, le grand problème, c'est quelqu'un peut vous donner de l'argent, mhm. mais il ne peut pas vous donner son temps. Parce que le grand problème, c'est le temps. Oui, Alors, je pense que quand on donne à quelqu'un son temps, c'est quelque chose de très précieux ici, ici au Canada. Alors, mhm, nos jeunes, je crois que c'est une nouvelle culture qu'on devrait quand même installer dans notre communauté ici au Canada, la exact. culture du bénévolat, Du bénévolat, le l'entraide. don de soi, l'entraide, l'entraide. Mhm. Est-ce que pour vous, c'est juste des petites questions avant d'entrer dans le sujet, mais Oui. est-ce que pour vous, pour vous, est-ce qu'il y a une dimension un peu, on peut dire, puisqu'on voit souvent dans plusieurs activités qui se retrouvent dans la communauté, qu'elles soient africaines, congolaises ou quoi que ce soit, vous êtes souvent un peu philanthrope, quand même philanthrope. Donc souvent, vous avez des gestes, vous contribuez que ce soit financier, que ce soit matériellement, à aider quand même certaines associations, certaines communautés, tout ça. Est-ce que pour vous, au point où vous en êtes arrivé aujourd'hui, on peut dire que vous avez bien émergé, vous avez réussi, vous avez eu cette médaille. Est-ce que pour vous, il y a une dimension aussi spirituelle, le don de soi? Est-ce que c'est une dimension un peu spirituelle? On aimerait bien vous entendre là-dessus. OK. Merci beaucoup. Moi, je pense que c'est une combinaison des éléments, hein, plutôt une combinaison de certains facteurs, je voulais dire. Bon, spirituel, oui, mais disons inné. C'est venu En fait, mon père était comme ça, paix à son âme. Mhm. Mon père était comme ça et je voyais de lui un leader et il était toujours comme ça. Puis ça m'a beaucoup inspiré. Et donc, voilà, c'est ce que je peux D'accord. dire. Mais il y a Donc, aussi le ouais. côté spirituel, Mhm. côté spirituel. Mais c'est une motivation. En fait, si moi je fais pas ça, je me sens mal à l'aise dans la vie. D'accord. Donc, c'est-à-dire que pour vous aussi, c'est une culture que vous avez eue, Oui, oui, une culture, une éducation que vous avez eue depuis le bas c'est âge ça. avec vos pères et tout. Ah, c'est très bien. C'est une bonne chose. C'est important de savoir ça.
C'est une Merci. bonne chose. Est-ce que vous aussi, maintenant, avec vos enfants, vous les faites grandir dans ce système-là, dans cette culture de l'entraide, euh, de l'entraide face aux autres? Est-ce que c'est la même chose Oui, pour vous? oui, Oui. oui. Mais moi, je ne leur demande pas de me copier, OK. mais je les inspire Mhm, de ma façon. Alors, celui ou celle qui est touché mhm. pourra suivre mon exemple. D'accord. Donc, vous prêchez par l'exemple. C'est ça. Tout à fait. OK. Ben ça, Tout à c'est fait. super, super. Alors, vous avez été enseignant depuis le pays, hein, depuis le Congo. Donc, quand vous êtes arrivé, vous avez continué encore, vous avez poursuivi encore votre chemin, vous avez émergé ici. Et on voit qu'aujourd'hui, vous êtes professeur d'université, euh, et professeur didactique des sciences et mathématiques. Moi qui ne suis pas très matheux, hein, qui ne suis pas très matheux, euh, je vois que les maths, les sciences, c'est quelque chose pour moi de... Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes au sein de cette corporation Mhm. de professeur, vous êtes un professeur. Et moi, la question que je me pose souvent, quelles sont les qualités requises pour être un bon professeur? À vous. Merci. Les qualités, en fait, il y en a, je veux dire, il y en a beaucoup. Hein. C'est toute une combinaison, hein, de beaucoup, beaucoup de qualités qui déterminent vraiment la profession d'enseignant à l'université. Moi, je peux commencer par le, le, premier, euh, le premier facteur, c'est la première qualité, à mon avis, c'est des compétences académiques. Mhm, Voyez. Alors, des compétences académiques, un professeur d'université devrait maîtriser sa discipline, voyez, mhm. Oui. et être à jour avec les dernières recherches et même les dernières tendances dans son domaine d'apprentissage, voyez. Mhm, Donc, mhm. en dehors de les compétences académiques, moi, je trouve qu'il y a aussi la capacité à transmettre les savoirs, voyez. Ok, Alors, ok. c'est-à-dire un professeur d'université devait être capable d'expliquer clairement, sans embâge, les concepts scientifiques qui sont même ceux qui sont complexes, vous voyez, Mhm. à ses Ouais, étudiants. Et ouais. là, euh, expliquer clairement de manière vraiment compréhensible et même s'adapter plutôt, adapter son discours au niveau de ses étudiants. Donc, Mhm, j'ai cité les compétences académiques, je cite aussi la capacité à transmettre des savoirs. Une autre qualité, une troisième, c'est plutôt être passionné, être passionné à enseigner, vous voyez. Donc, aimer mhm. son cours, quoi, aimer son cours. Ok. Si on enseigne un cours qu'on n'aime pas, évidemment, c'est déjà un échec. Mhm. Donc, Oui, un professeur d'université devait avoir de l'enthousiasme quand il enseigne, vous voyez. ok. Euh, et ça attire aussi les étudiants à suivre son cours, vous voyez. Mhm, La mhm. quatrième capacité, plutôt la quatrième qualité essentielle, c'est, je peux dire, l'empathie et l'écoute active des étudiants. Hein, donc, savoir connaître quels sont les besoins des étudiants, vous voyez, et quelles sont leurs difficultés, comprendre leurs préoccupations, n'est-ce pas? Quand on comprend les préoccupations des étudiants, on peut leur offrir un soutien approprié, vous voyez. Mhm. Et D'accord, d'accord. en dehors de l'empathie, de l'écoute active, je peux citer aussi l'ouverture d'esprit, la créativité pédagogique, vous voyez, parce qu'il faut innover. Un professeur Mhm, d'université devrait être un innovateur des mhm. méthodes d'enseignement, vous voyez, utiliser des supports visuels qui peuvent intégrer les nouvelles technologies aujourd'hui, parce qu'avec l'intelligence artificielle, on ne peut plus échapper à ça. OK? Donc, je Exactement. peux aussi citer l'ouverture d'esprit et avoir aussi une rigueur scientifique, Mhm, surtout même quand on fait les corrections des travaux des étudiants, être équitable, vous voyez, poser des questions qui cadrent avec la matière qu'on a enseignée et corriger avoir le temps de corriger avec équité. Bon, je peux peut-être terminer en disant que d'autres qualités, il y en a beaucoup, hein, et plutôt d'autres qualités, c'est être accessible et disponible aussi pour les étudiants. Parce que des fois, il y a des étudiants qui écrivent même la nuit
Alors, si on n'a pas le temps de répondre très rapidement, surtout quand on en a beaucoup, à un moment, donc ça fait une sorte d'embouteillage d'emails, des messages des étudiants, puis à un certain moment, on ne répond plus, puis ou si on répond en retard. Et je vais terminer aussi par le respect. C'est un professeur d'université devait être quelqu'un qui sait respecter les étudiants, qui a la capacité d'inspirer aussi, de devenir un modèle pour préparer la jeunesse et les générations futures. C'est super, c'est super. Alors, on va parler d'un sujet dont vous et moi et mon équipe, on s'est vraiment un peu, voilà, on faisait des recherches entre nous deux. On disait non, ça c'était pas ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc c'était vraiment bien parce qu'on a eu le temps de partager et on a vu que cette ouverture d'esprit-là, malgré que, puisque je ne sais pas si c'est la mentalité aussi ici qui est comme ça, bon, cette ouverture d'esprit nous permet en fait de partager avec vous et de faire des très bonnes émissions, de choisir un très bon sujet. Alors, quand on parlait de la transformation de l'apprentissage à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est vrai que moi, je voulais aussi savoir, vous avez dit un truc qui était très important sur on mémorise plus. C'est pas les mêmes techniques d'apprentissage qu'on avait aussi déjà euh, dans nos pays, dans les pays latins, on va dire. Hein. Alors, dans les pays latins, on a d'autres manières d'apprendre. On a d'autres fonctionnements. La culture de l'unité n'est pas comme celle d'ici. Alors, si on enlève déjà le côté artificiel, intelligence artificielle, on parle maintenant de l'apprentissage. Quelles sont les différences que vous avez vues entre l'apprentissage des pays latins, c'est-à-dire quand je dis les pays latins, c'est l'Europe, le Congo, puisque la première langue officielle c'est le français, on va dire, et les pays d'ici, de l'Occident de l'Amérique, quelles sont les différences déjà dans les techniques de l'apprentissage ou même l'apprentissage même? Merci, à vous. Oui, merci beaucoup. C'est une question très, très pertinente. Hein. C'est une question vraiment très pertinente. Moi-même, j'ai constaté qu'il y avait un grand écart entre ce qui s'enseigne, la façon d'enseigner ici en Amérique du Nord et chez nous au Congo, par exemple. Parce que j'étais enseignant au secondaire dans des écoles de jésuites au Congo. Là, je cite le collège Alfajiri de Bukavu, qui est l'équivalent de Boboto de Kinshasa. Et donc, la façon qu'on enseigne ici, en fait, c'est des approches tout à fait différentes. Ici, nous avons des approches socio-constructivistes. Vous voyez, c'est du socio-constructivisme ici qu'on cultive, alors que de l'autre côté, quand j'étais au Congo, je constatais que c'était plutôt une approche encyclopédiste et aussi une approche behavioriste. Vous voyez. Oh là, oh là, oui. Alors, l'émission commence. L'émission commence. Alors, il y a un certain nombre de mots qui changent. On commence par déjà socio-constructiviste. Donc, quand on dit socio, déjà, on sent déjà l'unité, quelque chose comme ça. Hein, et constructiviste, c'est bon. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Allez-y, expliquez-nous. Oui, le socio-constructivisme, en fait, c'est une approche pédagogique qui, qu'est-ce que je peux dire, qui a une logique non pas linéaire, mais une logique tout à fait holographique, une approche d'intégration, d'ensemble, en fait. Vous voyez. Voilà. Alors, c'est pour ça que ici, nos élèves et nos étudiants, ils étudient, ils valorisent des apprentissages par projet. Vous voyez, depuis la maternelle jusqu'à l'université. C'est des apprentissages par projet. Alors que dans l'enseignement avec des approches encyclopédistes, et donc on considère un élève pas quelqu'un qui connaît beaucoup, mais c'est l'enseignant qui connaît beaucoup. C'est comme, on dirait, une bouteille vide et une bouteille pleine. Donc, c'est la bouteille vide, donc c'est à sens unique. C'est une bouteille pleine qui remplit une bouteille vide.
Vous voyez. D'accord. Donc, c'est vraiment la logique pyramidale, donc du haut en bas, quoi. Mais pas la logique pyramidale, mais plutôt une logique Hein? linéaire. Vous voyez. Linéaire. OK. OK. C'est une logique linéaire. Alors, Mhm. alors dans ces conditions-là, la transmission du savoir devient un tout petit peu biaisée, étant donné que ici, on considère le savoir comme une ressource qu'on peut réutiliser à d'autres opportunités, vous voyez, et faire des liens avec des nouvelles connaissances ou des nouveaux concepts qu'on apprend, vous voyez. Donc, Mhm. avec le socio-constructivisme, l'apprentissage par projet et l'apprentissage par problème permet à un élève de pouvoir toucher à toutes les branches à la fois. Vous voyez. Donc, Mhm. on lui donne un projet et il ne va pas travailler seul avec ce projet. Quand on parle de projet, on sous-entend un certain nombre de personnes avec lesquelles l'élève va travailler. Donc, vous Mhm. comprenez que c'est un travail de groupe, un travail de société. Donc, Mhm. les jeunes sont habitués à travailler en équipe dès le jeune âge, dès la petite enfance, jusqu'à l'âge adulte, parce qu'on sait que ça les attend plus tard. Avec l'enseignement encyclopédiste et behavioriste, c'est pas vraiment ça. Cette approche par compétence qui est centrée sur l'apprenant n'existe pas. Vous voyez, c'est Mhm. que à un certain moment, on dirait une sorte de compétitivité Oui. qui doit être premier pour qu'on le félicite et qui va échouer pour qu'on puisse le blâmer. Voilà. 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 Et c'est ça, en fait. On parle de l'échec. Maintenant, quand, bon, les deux approches que vous avez vues, socio-constructiviste et vous avez dit l'autre, Encyclopédiste. c'était encyclopédiste. Maintenant, quand vous pesez le pour et le contre de ces deux, quel est le meilleur enseignement? Celle de l'Occident américain ou l'Occident, on va dire, latin? Ben, je ne peux pas dire vraiment que c'est la meilleure, c'est celle que nous avons ici. Et blâmer, c'est celle qui m'a formé, parce que j'ai été formé dans celle-là. Je C'est ne peux pas vrai, dire c'est vrai, ça. c'est vrai. C'est vrai, Sauf c'est vrai. qu'aujourd'hui, nous devons nous adapter aux réalités du moment. Nous Mhm. sommes aujourd'hui à l'heure de l'intelligence artificielle. Et OK. aujourd'hui, les matières s'enseignent avec plusieurs ressources qui sont variées et qui sont Mhm. combinées, notamment des D'accord. logiciels. Il y a des tutoriels aujourd'hui qu'on utilise alors qu'à l'époque, on ne les utilisait pas. Vous Mhm. voyez? Et, Mhm. et donc, on ne peut pas échapper à ça. Il faut mobiliser les ressources. Hein? Euh, il faut adapter, il faut s'adapter aux nouvelles situations. Moi, je trouve que ah, il faudrait peut-être que qu'est-ce que je peux dire? Il faudrait peut-être transformer les apprentissages et l'enseignement chez nous en termes euh, d'apprentissage beaucoup plus réaliste qui se rapproche des réalités du moment, vous voyez. C'est ce que je Mhm. voulais dire. Alors, maintenant, comment est perçu l'échec en Occident américain? Comment est Oui, perçu l'échec? Bon, on sait que dans d'autres civilisations asiatiques, par exemple, ils disent que la crise ou l'échec, c'est pour eux l'opportunité. Pour eux, c'est l'opportunité. C'est ce qu'ils appellent l'opportunité. Alors, maintenant, comment on perçoit l'approche de l'échec dans le continent nord-américain? très bonne question. Mhm. En Amérique du Nord, ici au Canada particulièrement, et à l'Université d'Ottawa où je donne cours depuis plusieurs années, euh, il y a un principe, Mhm. c'est viser l'excellence. OK. Viser l'excellence. Et quand on vise l'excellence, ce n'est pas l'excellence d'une seule personne ou d'un seul apprenant. C'est l'excellence de tout le monde. Vous voyez? Mhm. Alors, l'excellence de toute la classe. En d'autres termes, euh, ou c'est tout le monde qui échoue, ou c'est tout le monde qui réussit. Mhm. Oui. Or, comme on vise l'excellence, donc il n'y a personne qui a droit à l'échec. Vous Mhm. voyez?
C'est D'accord. ainsi que on encourage donc l'effort à travailler avec les faibles, des faibles entre guillemets bien sûr, vous Oui, oui, voyez. oui. Euh, Oui. et on se colle au principe selon lequel, je peux peut-être dire en anglais, or either we sink together or we swim together. Donc un peu OK. comme si on était dans un bateau. Mhm. On- On réussit ensemble ou soit on meurt ensemble. oui, ben si on meurt tous. On meurt tous, oui. Et donc, le bateau coule et tout le monde nous coulons, Mhm. ou le bateau arrive à destination et tout le monde est sauvé. Vous Mais voyez, c'est très bien puisque ça donne une très bonne logique. C'est une éducation, carrément une éducation complète en fait. c'est ça. C'est-à-dire que dans tous les domaines, on peut se dire que lorsqu'on mène un projet, lorsqu'on mène par exemple un projet ou même un projet familial, ou même n'importe quel projet, dans sa tête, là, dans le concept, c'est soit on meurt ensemble, soit on réussit ensemble. Donc c'est un peu Tout à ça. fait. Oui. Tout Bon, à fait. bon, j'essaye d'être un peu aussi au Oui, niveau oui, du c'est ça. professeur, hein. Et c'est ça le socio-constructivisme, en fait. Ouais, oui, 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 d'accord. Alors, euh, maintenant, quand on vient dans, on a parlé de l'échec, on a parlé de l'apprentissage. Maintenant, on est à l'ère artificielle, de l'intelligence artificielle, excusez-moi. Cette intelligence artificielle a peut-être eu, elle a des bons côtés comme des mauvais côtés. Alors, comment vous avez su déjà dompter au niveau de l'enseignement et essayer d'utiliser l'intelligence artificielle à bon escient, c'est-à-dire à 100%, mais à bon escient. Parce qu'au départ, il y a peut-être eu des difficultés. Parlez-nous de ces difficultés au départ de cette intelligence artificielle au niveau de l'apprentissage. Oui, vous savez, les avis sur ce point sont encore très mitigés, hein, je peux le Hmm, dire. C'est encore ok. très mitigé parce que nous sommes encore à l'aube de l'intelligence artificielle, même s'il y a encore beaucoup d'innovations aujourd'hui, mais nous sommes encore à l'aube. Et donc, c'est encore un domaine qui est encore très glissant, sur lequel en fait, beaucoup d'encre qui coule pour le moment et Mhm. de la recherche scientifique qui se fait. Et donc, je pense que ce que je peux dire pour le moment, c'est l'usage de l'intelligence artificielle doit être filtré au niveau de la pratique, dans nos pratiques et dans nos approches d'enseignement, de façon à ce qu'on puisse regarder le côté déontologique et éthique. Mhm. Et là, c'est recto verso, hein, c'est-à-dire en termes d'apprentissage et en termes d'enseignement. Voilà. Donc, Ouais, ouais. c'est ce que je pourrais dire pour le moment. D'accord. Bon, maintenant, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut pas. Il y a toujours du bien et du mauvais dans chaque technique d'apprentissage, ok? Mhm. Alors, est-ce que je pose une question comme ça en parallèle, puisqu'on a eu le temps un peu de discuter un peu de ça aussi, mais je voudrais quand même revenir là-dessus. Est-ce que euh, la technique encyclopédiste nécessite aussi cette technique de mémorisation? C'est mémoriser, mémoriser, apprentissage par cœur sur par cœur, d'accord? Mais sans peut-être pratiquer, sans faire des expériences, sans voilà. Alors, maintenant, cette technique maintenant d'apprentissage qui est mémoriser, faire du par cœur, et est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez constater par vous-même que avec toutes ces informations qu'ils ont, les jeunes, la jeunesse actuelle, les réseaux sociaux, toutes ces choses, les multiples plateformes, est-ce que ça sature pas le cerveau? Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas, on va pas dire perte de mémoire, c'est trop dire, mais une perte au niveau de la mémorisation? Qu'est-ce que vous pouvez nous le dire par rapport à ça? Très bien. D'abord, le mot mémorisation renvoie directement à ma façon de voir. Ça renvoie à euh, qu'est-ce que je peux dire? Connotation péjorative. Non, non, pas une connotation péjorative, mais ça renvoie plutôt à l'apprentissage par cœur. Vous Oui, voyez? par cœur, oui, Ah oui. ouais, c'est l'apprentissage par cœur. Euh, Hmm. et
ce qui est vraiment découragé en Amérique du Nord, l'apprentissage par cœur. Parce que à ce moment-là, on ne forme pas des compétences auprès des étudiants ni des élèves. Il n'y a pas de compétences. Quand il y a une mémorisation, quand le tout est basé sur les prises de notes, le tout est basé sur, en termes d'évaluation, ce sont des tests, ce sont des exercices, vous voyez. Alors, c'est pour ça qu'on valorise plutôt la mobilisation des ressources. Et cette mobilisation des ressources, elle est présente quand les élèves se retrouvent ou les étudiants se retrouvent devant un projet, vous voyez. Alors, je peux dire que pour l'intelligence artificielle, effectivement, on ne peut plus échapper à ça. On ne peut plus échapper. Parce que c'est une compétence. En fait, c'est un domaine transversal qui traverse beaucoup de domaines. Mais là, ça demande maintenant un sens éthique, comme je le disais tantôt, un sens déontologique pour voir si réellement ça porte des fruits ou pas. Vous voyez. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses que les jeunes utilisent aujourd'hui, mais il y a aussi un problème d'intégrité intellectuelle. Ok. Quand vous dites un problème d'intégrité intellectuelle, vous pouvez un peu puiser un peu dans ça pour qu'on comprenne un peu l'intégrité intellectuelle? Oui, en parlant de l'intégrité intellectuelle ici, je regarde l'honnêteté scientifique. L'honnêteté scientifique. Parce que ce soit du côté des enseignants ou du côté des élèves, si on ne se fie qu'à l'intelligence artificielle, alors à ce moment-là, on est en dehors du raisonnement, vous voyez. Parce qu'on peut aller puiser des informations qui ne sont pas scientifiquement acceptables. Et on peut les considérer comme des acquis, alors qu'en fait, ce ne sont pas de vrais acquis. Alors, ça demande quand même une sorte de censure scientifique. Censure scientifique, ok. Quand vous dites censure scientifique, ça serait au niveau de soi-même, c'est ça, ou au niveau d'une corporation? Au niveau de soi-même et au niveau des exigences académiques aussi. D'accord, donc cette honnêteté intellectuelle, c'est ça que vous voulez dire aussi. Oui. Ok, d'accord, là je comprends mieux, d'accord. Alors, par là, quand on vient, on a un peu survolé un peu tout ça, mais on voit aujourd'hui que, comme je l'ai dit, vous êtes professeur didactique des sciences et mathématiques. Alors, moi, la question que je me suis posée, vous savez, par exemple, en français, il y a toujours des mots qui arrivent, toujours des mots qui se créent, qui arrivent. Donc, par exemple, en France, ils ont l'Académie française, donc qui s'occupe à réguler en fait la grammaire, le vocabulaire, et qui surveille en fait l'esprit, on va dire l'esprit de la langue française pour qu'elle soit toujours qu'elle se ghettoise pas, quoi, qu'elle ne devienne pas une langue qui se meurt. Alors, ils font en sorte toujours de travailler, de faire des nouveaux dictionnaires, de lancer des mots dans tous les médias, de lancer des mots dans les instructions, comment je peux dire ça, scolaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, bref. Mais les mathématiques, ça reste depuis l'Antiquité comme tel. Est-ce que les mathématiques, est-ce qu'il y a des nouvelles formules qui sortent? Est-ce qu'il y a des nouvelles... parce qu'on a l'impression que les gens, ils se disent, bon, on fait les maths, mais est-ce que ça va nous servir après? Est-ce que ces maths et cette science, oui, on sait que la science se développe, mais les formules mathématiques, est-ce que ça se développe ou c'est toujours les mêmes qu'il y avait auparavant? Oh, c'est une très bonne question. Oui. Alors, vous savez, aujourd'hui, on parle de STIM, c'est-à-dire un bloc. Maintenant, on parle d'un bloc, mais pas de disciplines séparées. Vous voyez?
c'est-à-dire quand je parle de STIM, donc STEAM ou STEM, ça dépend anglais ou français, donc sciences, technologie, ingénierie et mathématiques sont ensemble. Donc maintenant, ça se regroupe, c'est ça. C'est un bloc. Okay. Pourquoi c'est un bloc? Parce que avec aujourd'hui, vous savez, nous sommes à l'heure de l'intelligence artificielle, nous sommes à l'heure de l'innovation technologique, scientifique et technologique. Donc, du coup, les sciences, technologie, ingénierie et mathématiques sont inséparables. D'accord. Donc, ça va de pair. C'est comme les doigts d'une même main. OK. Voilà. Donc, c'est dans ce contexte-là que les mathématiques, c'est vrai, il y a des formules qu'on utilisait avant, mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a cette histoire de mémorisation. Et aujourd'hui, nous avons des outils technologiques qui nous aident et nous avons aussi des logiciels qui nous aident. Vous voyez, notamment, il y a plusieurs outils, en fait. Il y a plusieurs logiciels, comme aujourd'hui, on parle de GeoGebra, par exemple. Hein? On parle plutôt de Mastigon, Mastigon Polypad, vous voyez, et on parle de Desmos, on parle d'un certain nombre de logiciels pour le codage. Et je me rappelle ici à Colorado, c'est aux États-Unis, ils ont développé aussi un très bon logiciel qu'on appelle PhET. Oui. C'est un très, très bon logiciel. Et donc, aujourd'hui, qui aide les gens à pouvoir maîtriser ce domaine de sciences, technologies, mathématiques et même d'autres disciplines, vous voyez. Donc, pour répondre à votre question de tout à l'heure, je peux dire qu'aujourd'hui, c'est l'interdisciplinarité qui compte. C'est l'interdisciplinarité et cette interdisciplinarité, c'est pour ça qu'on encourage l'apprentissage par projet. D'accord. Là, maintenant, je vois que le professeur Dova, là, il nous a donné vraiment, on a vraiment puisé en vous. Vraiment, c'était formidable. Le temps est en train de courir comme pas possible. Quand c'est bien, on ne sait pas pourquoi. Ça aussi, il faudrait étudier cette formule mathématique. On ne sait pas pourquoi quand les choses sont bien, les choses se passent très vite. Donc voilà. Alors, dernière question, c'était pour savoir un peu, les élèves ici ont le droit de quoter les professeurs? C'est une question. Vous parlez des élèves ou des étudiants? Des étudiants. Okay. Des étudiants ont le droit de quoter les professeurs? Ouais. Pas le droit, mais le devoir. Le devoir, ok. Et pas quoter, mais évaluer. Évaluer, ok, oui, évaluer, voilà. Plutôt, oui. Oui, c'est ça. Vous savez, c'est très intéressant, hein, c'est très intéressant. Quand on enseigne, c'est un peu comme si on se regardait au miroir, hein. On s'est habillé, comme vous êtes très bien habillé là, par exemple, vous vous dites, mais est-ce que tel que je me vois ici, est-ce que l'extérieur va me voir de la même manière? Ok. Alors, vous vous mirez, vous vous regardez, vous vous dites, ok, l'appréciation des autres est très utile. Alors, ici, dans nos universités canadiennes, après avoir enseigné plutôt après avoir couvert un programme, à la fin d'une session, les étudiants ont le droit et le devoir, n'est-ce pas, d'évaluer l'enseignant. Et l'enseignant doit être absent. Il ne faut pas qu'il soit au moment où on l'évalue. Vous voyez? Alors, on vous évalue, on regarde, est-ce qu'il a vraiment répondu aux exigences et aux attentes des étudiants. De nous, les étudiants, par exemple. On se dit, nous avons été ces étudiants, est-ce que vraiment il nous a été utile? Vous voyez? Alors, il vous évalue, puis l'évaluation arrive au niveau des autorités académiques, notamment doyen de la faculté ou le directeur du programme, etc. Puis on évalue tout ça, puis on regarde, OK, et vous-même, on vous remet aussi une copie. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez dire, oh tiens, donc il fallait changer. Donc ici, j'ai eu des failles, j'ai eu mes limites, j'ai des défis. Comment je vais les relever quand j'aurai une nouvelle leçon ou un autre cours la fois prochaine? Et ça nous aide énormément.
Et en même D'accord. temps, ça aide aussi le programme à aller de l'avant parce que nous visons l'excellence et il faut toujours de l'excellence. Maintenant, quand ils évaluent, c'est anonyme ou on voit les noms des étudiants? Non, c'est anonyme, c'est anonyme. Ah, ok, Donc, on d'accord. laisse à l'étudiant la liberté de s'exprimer et D'accord. le professeur ne verra pas cette évaluation, mais ne verra pas le nom d'un étudiant. D'accord. Parce que, oui, voilà, on va pas aller plus loin au fond on C'est ne ça. sait pas comment ça peut se passer. Puisque, bon, par exemple, quelqu'un comme moi, je sais pas, je vois qu'un élève on va dire, un étudiant voit m'a coté un peu, enfin, m'a La évalué. faiblesse. Voilà. Donc c'est ma faiblesse quand même. Je me dis, mais il touche à, à mon orgueil, à ce que je suis. Bon, voilà, c'était une petite plaisanterie. Vraiment, c'est un honneur Non, de vous non, avoir. Oui, je ne vous oui, coupe pas la oui, parole, mais les oui, étudiants, là, ils regardent les différentes qualités dont je vous ai parlé ici. oui, Notamment, c'est vrai. ils observent les compétences académiques. Est-ce que Mhm, le professeur mhm, a vraiment maîtrisé sa matière? Vous voyez? oui, oui. Est-ce qu'il mettait à jour ses connaissances par rapport aux dernières tendances dans son domaine? Vous voyez? Est-ce qu'il avait Mhm, la capacité, par exemple, à transmettre le savoir? Hein? mhm, Est-ce qu'il ouais, expliquait clairement les concepts? Vous voyez? mhm, Est-ce qu'il était ouais, passionné? Est-ce qu'il était créatif? Est-ce ouais, qu'il toutes ces savait choses-là. innover? Hein? Est-ce qu'il Ouais, savait innover les méthodes d'enseignement? Est-ce qu'il avait mhm, une ouverture d'esprit? Est-ce qu'il avait de l'empathie? Est-ce qu'il mhm. écoutait? Ah, oui. Avait-il une écoute active? Est-ce qu'il était rigoureux scientifiquement? Est-ce qu'il était accessible? Est-ce qu'il était disponible? Est-ce qu'il avait du respect envers nous? Vous voyez? Est-ce qu'il avait la Ok. capacité de nous inspirer? En fait, c'est beaucoup, beaucoup d'éléments que les étudiants Mhm, regardent. ok. C'est pour ça qu'on doit viser l'excellence quand on est professeur d'université. Oui, on doit viser l'excellence. En parlant d'excellence, euh, j'espère que Mais je ne dis pas que je suis excellent. Je ne dis pas que non, je non, il suis y aura cet excellent. échange-là. J'espère qu'il y aura cet échange-là aussi. On le souhaite pour le devenir de notre très beau pays, Congo. Oui, On le souhaite aussi que ça soit, on se sente dans cette unité-là, cette ouais, ouverture d'esprit, tout à qu'elle fait. soit aussi dans nos pays. Alors, merci. En tout cas, on va prendre plus de temps. Merci de votre patience. Merci en tout cas de nous avoir donné du temps, de votre expertise, votre expérience, vos points de vue. C'était très bien, c'était une très belle émission. Euh, Tradition oblige de parler, de dire un mot dans la langue de nos ancêtres, euh, une des langues que vous préférez de nos pays, dans notre pays, et allez-y, c'est à vous. Un mot d'ordre. Merci beaucoup. Je suis Mouswahili. Je pourrais parler en lingala aussi. Je connais le lingala, mais je préfère parler en swahili. Mhm. Je dis d'abord merci avant de passer à la langue qui m'a fait grandir. Euh, je dis merci à vous, journaliste Kalonji. Honnêtement, je dois vous féliciter pour tout ce que vous faites. Vous faites notre fierté dans notre communauté congolaise, je peux dire la communauté africaine. Mhm. Parce qu'il y a Merci. des années, on était ici, on n'a jamais vu ça. C'est une innovation pour nous. Et moi, je vous encourage à aller de l'avant. Et nous serons là toujours pour vous prêter main forte dans la mesure Mhm. quand ça sera possible. Vous Oui. pouvez compter sur nous. Vous êtes vraiment admirable avec cette émission ici. Merci. Et nous vous encourageons à aller de l'avant. Donc, je dis aussi merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, Accent Isana, à toutes les personnes qui nous ont suivis. J'ai dit particulièrement merci à mon épouse Marie-Thérèse qui Oui, m'a on dit merci. soutenu Un grand homme et est à toujours tous une mes grande femme. enfants, à tous mes Ouais, ouais. enfants. Hein. Je me rappelle quand j'étais reçu, c'était où là? C'était lors de l'investiture de Son Excellence le roi Charles III. Euh, Mhm. Comme j'étais invité à cette investiture-là, je me rappelle, il a toujours été avec moi et il m'a accompagné et tous mes enfants. Et donc, je ne peux pas les oublier ici. Je dis aussi merci à ma communauté Bondeko, hein, D'accord. qui m'aide à me soutenir dans la foi.
Et à tout le monde et à vous tous aussi, merci. Merci en tout cas, Aksanti sana, toi c'est Boni, Matondo Mingi, donc voilà, j'essaie de parler Kikongo Chiluba, Lingala et Swahili. En tout cas, merci et je pense que ce ne sera pas la dernière fois, on va encore avoir d'autres thèmes avec le professeur pour puiser en lui pour qu'on immortalise ça et que ça reste pour la jeunesse qui arrive. En tout cas, merci. C'était le professeur Dova Batotele qui a pu donner de son temps, qui nous a fourni une très belle émission, hein, une très belle émission. Et on vous dit bye bye et à la prochaine. Bye. Radio Mawija FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Mawija FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Bienvenue dans Radio Mawija FM. Nous ouvrons nos portes et nous émettons notre signal à partir de la capitale canadienne, Ottawa, province de l'Ontario. Nous avons des concepts inédits, interviews, reportages, documentaires et tant d'autres. Nous vous présentons notre